Bonjour à tous, bienvenue dans Point de vue. De quoi avons-nous choisi de parler aujourd'hui? Eh bien de ce G7 qui commence demain au Canada. Un G7 qui s'annonce périlleux avec des relations entre Donald Trump et ses collègues européens qui se sont largement tendues ces dernières semaines. L'heure n'est plus vraiment aux démonstrations d'amitié comme nous le verrons. Autre sujet, celui de ces députés complètement débordés. Nous débattrons de leur temps de travail, réel ou supposé, mais aussi des dérives ou pas au Parlement, des amendements par centaines, des séances interminables. Est-ce vraiment un plus pour la démocratie? Notre troisième thème, c'est celui qui agite le parti Les Républicains en ce moment. Le slogan pour que la France reste la France, qui doit ponctuer la campagne menée ce week-end par le parti de Laurent Wauquiez, ne plaît pas à tout le monde en interne et c'est un euphémisme. Enfin, chers internautes, vous avez certainement un avis sur le sujet. Doit-on légiférer sur les fake news? C'est ce que fait l'Assemblée nationale depuis aujourd'hui. Ce texte est-il le bienvenu? Est-ce une loi de circonstance, voire une loi liberticide? Bonjour à tous les quatre. Bonjour Carole Barjon. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service politique de l'Obs. Vous vous êtes aussi intéressé à l'école, à l'éducation nationale dans « Mais qui sont les assassins de l'école ?» C'est votre livre paru chez Robert Laffont en 2016. Et l'Obs, la couverture de l'Obs, je crois, est sur Bertrand Cantat. A-t-il le droit de chanter? La polémique sur ses concerts. Mais vous avez aussi un sujet sur les fake news, intitulé « Les fake news débarquent, Macron écope ». C'est bien ça? Oui, absolument. Bonjour Alexandre Lafaille. Bonjour. Merci aussi de nous avoir rejoints. Vous présidez le think tank Sinopia. Vous êtes aussi cofondateur de l'Observatoire citoyen du renouveau démocratique. Chez Sinopia, vous avez publié un manifeste pour notre droit à être bien gouverné qui s'intitulait « Reprenons le pouvoir ». C'était en 2014. Absolument. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Merci aussi. Vous nous faites le plaisir de nous retrouver presque tous les jeudis. Vous êtes juriste, politologue. Vous présidez la Fondation nationale des sciences politiques et vous êtes un spécialiste des relations entre médias et politique. C'est l'objet de votre émission Mediapolis tous les samedis matins sur Europe 1 à 10h et c'est toujours passionnant. Et alors, vous nous avez préparé un spécial dédicace. Vous avez présidé le jury de Sciences Po avec Prix le Sciences Figaro. Po de la photographie le prix politique. Sciences Po, on va le voir, j'espère, à l'écran, le prix Sciences Po de la photo politique, hein, c'est ça? C'est ça. Qui vient d'être décerné. Qui va l'être tout à l'heure. Juste qui en va sortant l'être. d'ici, j'y vais. Mais alors, on a déjà les résultats dans le Oui, Figaro le Magazine. Figaro Magazine est partenaire. Mais alors, est-ce qu'on Oui, peut, mais le est-ce Figaro Magazine ne sort que demain matin. est-ce qu'on peut spoiler les résultats? J'espère que les lauréats ne regardent pas. Et... Bon, alors qu'est-ce qu'on Oui, fait? allez, un tout petit peu, très tout vite. petit peu. Quoi. On dit juste que le premier prix est attribué à une photo faite par Colline Renaud. C'était lors de cette interview d'Emmanuel Macron avec le journaliste de TF1 Jean-Pierre Pernaut. On voit une dame, une retraitée, qui regarde l'écran où apparaît Emmanuel Macron. Et puis les deux autres, on va dire à nos internautes de regarder le Figaro Magazine demain ou de regarder le site. Ça sera sans doute sur le site très vite. Voilà. Écoutez, merci Alexis aussi Brézé de nous avoir rejoint, directeur des rédactions du Figaro. Bonsoir Marie-Mélie. On va parler donc de ce G7. Alors la Malbaie, c'est le nom de la localité qui l'accueille au Québec. Est-ce que ça restera le nom d'un clash entre grandes puissances occidentales? Les sujets en tout cas de fâcherie ne manquent pas. Les barrières douanières mises par les États-Unis, les sanctions contre l'Iran. Alors avant même le début du sommet de demain, on parle d'un clan des six contre Donald Trump. Mais pas sûr que ce front anti-Trump soit si uni que cela. On va en parler. D'abord, je vous propose d'écouter Emmanuel Macron. Il a donné une conférence de presse tout à l'heure, ça s'est terminé il y a 1 heure, avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Et on va le voir, il est assermenté contre la tentative d'hégémonie américaine. L'hégémonie, c'est la loi du plus fort. L'hégémonie, c'est la fin de la règle de droit. L'hégémonie, c'est la fin des garanties qu'on peut donner à nos concitoyens, qu'on les protège selon des valeurs que nous avons défendues et fait passer dans ces textes. Et donc, peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était, parce que ces 6-là représentent des valeurs, représentent un marché économique qui a cette force de l'histoire et qui surtout représente une vraie force au niveau international aujourd'hui. Et quant à la chancelière allemande, Angela Merkel, hier, elle répondait aux questions du Bundestag, au Bundestag, et elle était aussi assez ferme avant ce G7. On l'écoute. Weiß, dass es dort schwierige Diskussionen geben wird, denn grundsätzlich werden bei den G7-Gipfeln ja Themen wie Weltwirtschaft, Handel, Klimaschutz, Entwicklungs- und Außenpolitik diskutiert.
Alors, est-ce que finalement, Emmanuel Macron, Olivier Duhamel, n'a pas raison quand il dit on ne peut pas faire la guerre côte à côte, ce n'est pas un extrait qu'on a passé, mais c'est ce qu'il a dit, on ne peut pas faire la guerre côte à côte avec les Américains en Syrie, en Irak, au Sahel, et se faire une guerre commerciale? On ne peut pas, sauf qu'on peut, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Donc on ne peut pas, on ne devrait pas, il n'est pas normal d'eux, et tout, mais on ne peut pas, c'est assez surprenant. Peut-être que c'est... Au fil des années, ces G7 servent de moins en moins, il faut bien le dire. Il n'en sort pas grand-chose, des communiqués de plus en plus oiseux. Alors il n'est pas exclu paradoxalement que celui-ci serve un peu plus que les autres, s'il permet justement aux 6 de faire vraiment front contre les États-Unis. Je dis un peu plus, parce que de toute façon, l'hégémonie américaine, elle se perpétue. Les sanctions américaines... D'abord, les taxations américaines, elles seront appliquées. Les sanctions américaines contre ceux qui continueraient à faire des affaires avec l'Iran, elles seront appliquées. Les grandes entreprises, du coup, vont quitter l'Iran. Et donc, c'est quand même relativement limité comme conséquence. Mais si au moins, sur la position de principe et dans le cas dont on parle des taxations, d'éventuelles mesures de rétorsion bien ciblées, etc., on se met d'accord, c'est déjà quelque chose. Un G7 utile, Alexandre Malafaye? Il faut voir d'où on vient. On avait un G8, on a viré les Russes, donc c'est quand même pas une très bonne chose parce que sur le plan du dialogue international, sur les grandes questions, c'est dommage de ne pas parler avec les Russes. Maintenant, on parle d'un G7, G6 plus 1. On sait qu'il y a de toute façon un G2 qui fonctionne essentiellement parce que quand même globalement, les grands axes géopolitiques sont entre la Chine et les États-Unis. C'est vrai qu'on peut se poser la question de à quoi tout ça sert. Bon, après, on peut regretter que l'Europe soit pas mieux représentée parce que finalement, quand même, nous, quelque part, nous, la France tout seul, on a un peu de mal à faire cavalier seul. Donc c'est vrai que moi, j'attends avec beaucoup de curiosité ce qui va sortir de ce sommet. Si on se replace du point de vue de ce que fait l'Europe en termes de poids politique par rapport aux États-Unis, on peut sourire. Quand on voit l'exemple très précis des sanctions qu'ont pris le Canada de M. Trudeau, je crois 11 milliards de dollars de sanctions en rétorsion contre les Américains. Nous, on en est à 3 milliards et on a simplement 20 fois plus d'habitants, donc c'est très relatif. Donc oui, je suis un peu inquiet. Je pense qu'effectivement, ce type de sommets ont moins d'intérêt que ce qu'ils avaient et il faudrait retrouver effectivement un cadre de multilatéralisme efficace, ce qui est pour l'instant plus du tout le cas. Cela dit, ça fait le jeu de Trump, qui est capable de défendre le fait qu'il y a des alliances militaires et puis il y a le business et tout ça est séquencé. Le côté seul contre tous, justement, ça le renforce. C'est ce que j'allais dire. Ça peut absolument servir la posture qu'il a depuis le début. Seul contre tous, ça plaît à une partie des Américains et de son peuple. Donc, c'est pas forcément mauvais pour lui. Simplement, il peut y avoir un clash. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé qu'Angela Merkel, le discours d'Angela Merkel était clairement d'habitude. Ce genre de réunion a pour vocation d'aboutir à un communiqué commun. Et là, il peut ne pas y avoir de communiqué commun. Merkel, il a quand même été beaucoup plus doucement que Macron. Là, et Schwierig, ça va être difficile. Et les sujets sont, et puis elle prend sa fiche et elle lit les sujets. Moi, je suis absolument d'accord. Je pense que ça ne peut pas aller très loin non plus. Bon, peut-être qu'on ne signera pas de communiqué avec Donald Trump. Peut-être que sur certains points, on signera un communiqué à 7 et sur d'autres points, un communiqué à 6. Oui. Je ne pense pas que ça fasse trembler Donald Trump ni que ça révolutionne les États-Unis d'Amérique, qu'il n'y ait pas de communiqué. Bon, c'est très bien, il faut le faire. Inutile ce G7 pour finir sur ce point-là, tous les pays ont râlé contre cette affaire de sanctions commerciales. Trump ne peut pas bouger d'un iota. On découvre aujourd'hui qu'il y a une tentation d'hégémonie américaine. Mais enfin, quand Macron y était, c'était il y a combien de temps? C'était il y a 3 semaines, un mois. C'était déjà la même chose. Il n'a pas réussi à le faire bouger. Tous les États n'ont pas essayé de le faire bouger. La réalité, c'est qu'on ne fait pas bouger le président des États-Unis s'il n'a pas envie de bouger. Et par ailleurs, notamment s'agissant de l'Allemagne, moi, je ne crois pas que ça aille très loin, parce que les Allemands, ils ont quand même besoin des Américains. Il y a déjà la brouille avec les Russes. On a chassé les Russes du G8 à cause de l'Ukraine. Merkel est vraiment en bataille avec les Russes. Je ne pense pas du tout qu'elle veut en plus se couper totalement de ce qui est malgré tout le protecteur américain. Donc ça va faire un peu de mousse et ça ne changera rien à la fin. Cette lune de miel, entre guillemets, entre Emmanuel Macron et Donald Trump, à laquelle on avait assisté, ça risque de nuire maintenant au président français, le côté justement à ces images un peu, même si elles ont été peut-être exagérées dans les commentaires. Pas plus que... Enfin, moi, je dirais que ce qui lui a plutôt nui, c'était après son voyage aux États-Unis, où il y avait force et fusion avec le président américain et où, une semaine après, il dénonce l'accord... Trump, le président américain, dénonce l'accord
avec l'Iran. C'est là où on s'est dit que probablement Emmanuel Macron s'était fait un peu avoir, ou avait été un peu naïf, même s'il fallait probablement qu'il fasse les gestes nécessaires. Mais moi, je pense que les interrogations, elles ont eu lieu à ce moment-là, pas tellement maintenant. Naïf, Emmanuel Macron ? Je pense qu'il fallait tenter. Je crois que pour le coup, c'est le rôle de la diplomatie. Je veux dire, de toute façon, soit on fait la guerre, soit on fait de la diplomatie. La chaise vide et on ne fait rien n'a pas de sens, sauf quand on veut vraiment faire pression, comme a pu le faire De Gaulle à une certaine époque dans le cadre de certaines négociations européennes. Là, en l'occurrence, il fallait tenter. De toute façon, Trump est une énigme. Donc on sait pas, on sait d'où il vient, mais on ne le connaît pas bien. On oublie toujours que c'est un très très bon négociateur, en tout cas il a cette réputation-là. Et donc il fallait tenter depuis le départ de nouer une alliance, en essayant peut-être de faire en sorte que cette alliance, cette relation, pourrait à un moment donné passer des messages. Bon, visiblement, il est sûr de son fait. De toute façon, il est le plus fort de la bande, c'est clair. Sur un plan militaire, c'est 700 milliards de dollars. Sur le plan économique, c'est le pays le plus puissant du monde. Voilà, ils ont la loi américaine qui est extraterritoriale et qui, évidemment, fait de très gros dégâts. Ils ont l'arme du dollar. Voilà, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont besoin de se mettre à genoux devant les autres ? À la limite, le seul qui pourrait avoir un intérêt à ne pas y aller aujourd'hui pour envoyer un message, c'est Trump, qui pourrait dire, écoutez, moi, votre G7, G6, G machin, j'ai pas besoin d'y aller. Donc votre compromis, s'il ne me convient pas, je le signe pas. Et ça change rien à ma vie, quoi. Alors ça, c'est ce que disait Macron quand il revenait des États-Unis. Il disait aux États-Unis, il disait à un moment donné, à court terme, tout ça, ça peut marcher. À moyen long terme, c'est dément. Voilà. Et c'est ça, effectivement. À moyen long terme, c'est ça qui est un peu inquiétant par rapport à la perspective qu'on peut faire. Ça met le monde dans un état d'ébullition certaine, quoi. D'incertitude en tout cas certaine. Bruno Le Maire faisait une tribune, je crois que c'était avant-hier, hier dans le Figaro, où il disait comment expliquer que les alliés les plus proches des États-Unis soient traités comme la Chine. Là aussi, il fait preuve d'une certaine fausse naïveté, Olivier Duhamel. Non, l'argument est valable, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont tenu aucun compte du fait que l'Europe était leur allié naturel pour prendre des sanctions qui, en l'espèce, je parle des taxations là, sur l'acier et l'aluminium, représentent des choses qui ne sont pas des enjeux décisifs. Donc la critique, elle vaut, quoi. Elle vaut. Il prend plus de gants avec la Chine qu'avec l'Europe parce que le rapport de force est plus puissant du côté de la Chine, mais il ne tient aucun compte du fait que l'Europe est l'allié traditionnel des États-Unis. Mais Obama avait déjà un petit peu engagé ça. Mais Trump, il fait bouger la Chine, parce que la Chine elle vient de proposer 70 milliards d'importations supplémentaires aux Américains pour qu'ils n'appliquent pas les sanctions. Donc lui, il peut dire à ses électeurs, vous voyez, quand je menace, quand je fais des tarifs, etc., les Chinois, ils vont déjà nous acheter. Enfin, il propose. C'est vraiment le gars qui est dans la négociation, donc il tape très fort et puis il voit ce qui se passe. L'art du deal. Mais nous, on n'a pas les mêmes armes en face. Cela dit, il y est allé. On avait fait à un moment, on avait dit qu'il était question qu'il n'y aille pas et qu'il envoie son vice-président. Il y va quand même. Donc c'est un petit zeste de G7 qui reste encore. Quelques réactions de nos internautes. Jean sur le Figaro.fr, Trump est le roi de la négociation. On y revient, il connaît son affaire. Trudeau, Merkel, Macron et les autres ne font pas le poids devant lui. Amir, toujours sur le Figaro.fr, il est très dangereux de laisser les Américains dicter nos politiques étrangères et avec qui on peut faire des affaires ou pas. Et Thomas qui s'interroge, quelle est l'utilité du G7 par rapport au G20 ? Quel est l'intérêt réel de ce G7 ? On s'est posé la question, je ne sais pas si vous voulez répondre un peu plus sur ce point. En tout cas, sur la question Twitter qu'on vous posez sur Twitter, vous êtes 71% à estimer que oui, ça prend le visage d'un G6 contre Trump. Un dernier commentaire sur cette... On en reparlera la semaine prochaine, quand ça aura lieu. Comment est-ce qu'un type qui est un quart fou, un demi, voire plus pitre, va peut-être absolument réussir. C'est-à-dire que les qualités en politique ne sont pas celles que l'on loue d'habitude dans les autres univers. Et jusqu'à présent, il n'est pas exclu qu'il soit en train de réussir un tournant historique avec la Corée du Nord. Il n'est pas exclu qu'il ait une réussite économique à l'intérieur. Il n'est pas exclu que, compte tenu de tout ça, il se fasse réélire facilement. C'est trop tôt pour le dire, mais c'est possible. Et néanmoins, c'est un cinglé qui tweete qu'il a le droit de se gracier lui-même, qui continue à nous prouver qu'il est un quart fou et trois quarts pitre. Mais il va peut-être néanmoins réussir. Alexis, oui. vous ne pouvez que... Je ris parce que je suis d'accord. Moi, je nuancerai un peu. Ça vous fait moins rire. Oui, ça me fait moins rire. Disons en tout cas, je pense qu'il y a une manière de présenter les victoires aussi qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Par exemple, sur le cas de la Corée du Nord, je ne sais pas si c'est une victoire de Trump ou une victoire de Kim. Moi, je ne serais pas loin de penser que c'est finalement une victoire du Nord-Coréen parce qu'au bout du compte, il est réhabilité sur un plan international. Il abandonne sa bombe, mais globalement, il s'en fiche. Et l'objectif initial de Trump, qui consistait à renverser le régime de Corée du Nord... peut-être pas tant, quand même. Non.
s'affiche pas. que la menace. Tout le monde savait que le pouvoir, enfin, objectivement, personne n'avait de doute sur l'incapacité de la Corée à bombarder de manière avec une arme nucléaire. C'était un moyen de négociation. Moi, je suis convaincu que ça, c'est un moyen de négociation. Non, mais que ça les inquiète, c'est sûr. Et c'est évident, on serait à leur place. Il y a des bombes et des fusées. Oui, donc normalement, là, on arrive bien à mettre l'un sur l'autre. D'abord, c'est pas si facile que ça. Et deux, il savait très bien qu'en retour, ce serait compliqué à gérer. Je pense que c'était plus un moyen de négocier, comme c'est dans d'autres cas, dans d'autres pays, effectivement, un vrai moyen de pression. Et que ce moyen de pression lui a permis, effectivement, en le mettant sur la table et finalement en y renonçant, sous la pression de Pékin, parce que n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il a fait un pas de côté, il était allé à Pékin juste avant. Et à partir de là, effectivement, il a obtenu cette espèce de réhabilitation. Et je ne suis pas sûr que ce soit une grande victoire pour Trump qui rêvait de faire tomber le régime. Si le sommet a lieu, c'est parce qu'il y a 15 jours, autour de ce plateau, on avait commenté le fait qu'il venait d'être annulé. Un accord de paix entre les deux Corées, ça sera peut-être une paix de dupes et qu'à la fin... Mais ça sera quand même une victoire diplomatique pour Trump. C'est quand même incroyable. J'en sais rien. Je pense que c'est plus une victoire coréo-chinoise qu'autre chose. Mais bon. On en reparlera. Un autre sujet tout à fait différent, effectivement, celui de ces députés qui seraient au bord de la crise de nerfs, obligés de travailler presque 2 week-ends d'affilée. Les textes de loi s'enchaînent à un rythme soutenu, c'est vrai. Et ces députés, ils râlent contre la mauvaise organisation du gouvernement. Alors, ont-ils raison, ont-ils tort? Était-ce mieux avant? Je vous propose d'abord d'écouter le communiste André Chassaigne, qui n'est pas vraiment un nouveau venu à l'Assemblée. Il parle de ce rythme infernal et qui porte, selon lui, finalement, atteinte aux droits du Parlement. On l'écoute, il était l'invité hier du Talk sur le Figaro. On a 3 textes de loi très importants. Lesquels? Il y a le texte de loi qui vient de passer sur l'agriculture. Ouais. Il y a le texte de loi en cours de discussion sur le logement, la loi Elan. Ouais. Et il y a, la semaine prochaine, le texte sur la formation professionnelle. C'est des textes extrêmement importants. Et on nous impose un rythme pour aller vite. Mais il faut réformer la France, qui ne s'est pas réformée, certains disent, depuis 20 ans. Je suis d'accord, mais qui porte un coup à notre possibilité, par exemple, d'intervenir en séance avec un temps programmé, de défendre nos amendements. C'est plus une question de l'expression des députés, de droit parlementaire, qu'une question de volume de travail. Alexis, on a publié cette page hier sur ce temps de travail. Il a raison, André Chassaigne, finalement Alors, statistiquement, après, on peut discuter d'un certain nombre de choses où tout n'est pas absolument faux. À l'essentiel, c'est-à-dire aux Le chiffres. Figaro fait un travail absolument remarquable va... de décompte statistique. On va mais attendez, là, franchement, c'est assez bluffant. De décompte statistique des heures de travail, ben voilà, c'est là, des députés. Alors, il y a 2 mesures. Il y a la mesure en nombre de séances. Parce que là, ça, c'est le tableau des heures. Il y a d'abord la mesure en nombre de séances. On se rend compte qu'en nombre de séances, il y a 4% de plus que la période 2012-2013, que sous 4% de plus que sous Hollande, c'est pas. Mais en nombre d'heures travaillées, entre guillemets, c'est moins. C'est-à-dire que finalement, sous Macron, il y a moins d'heures. Ils ont siégé moins longtemps que Ils ont sous Hollande. siégé moins que sous Hollande, c'est-à-dire 967 heures du 1er octobre au 31 mai sous Macron et 1052 à une période équivalente sous Hollande et 650 sous Sarkozy. Beaucoup plus que sous Sarkozy. Eh bien, mais sous Sarkozy respectait on le droit s'interroge. du Parlement, effectivement. Enfin, une chose est sûre, c'est que je pense que de toute façon, ce genre de truc, les gens, ça les fait hurler de rire. Enfin bon, comme oui, c'est-à-dire que les députés travaillent trop. On va dans le meilleur des cas. Oui, dans le meilleur des cas. Juste. Parce que ce soit vrai ou faux. Oui. Et d'ailleurs, j'admire beaucoup la précision du travail du Figaro. Et vraiment, c'est dans ces moments-là qu'on aime lire ce journal, je tiens à le dire. Mais pour les Français, entendre des députés se plaindre de trop travailler, ou le président de l'Assemblée nationale, que les députés travailleraient trop, mais par les temps qui courent, en Italie et ailleurs, les députés vont se plaindre de trop travailler, alors qu'il y a une telle rupture entre les Français de base et leurs représentants. Mais c'est ne rien comprendre au monde dans lequel on vit et au moment dans lequel ils se trouvent. Vous rejoignez totalement l'éditorial de Guillaume Tabar, qui ce matin dans le Figaro disait « C'est une affaire à régler entre les personnes concernées, on va le voir. L'étaler en place publique ne pourra que remonter un peu plus l'opinion contre les élus. » Je n'avais pas lu Guillaume Tabar ce matin, pardon, sinon je ne l'aurais pas tous les matins. Sinon, je ne l'aurais pas plagié. Alors, cela étant, il y a aussi un côté organisation. Les députés disent oui, mais c'est mal fichu. L'ordre du week-end de suite. Oui. Bon, alors c'est désagréable. Non, mais c'est pas le bout du monde non plus. Et est-ce que c'est pas un peu la faute du gouvernement et sa volonté finalement de traiter les parlementaires comme quantité négligeable? Le gros du travail, il se fait quand même en commission. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait regarder et éventuellement critiquer, c'est comment ça s'est passé en commission. C'est là où on examine dans le plus grand détail les textes. Et je signale que maintenant, à la différence de ce qui se passait avant 2008, quand ça vient à l'Assemblée,
On ne vote pas sur le projet du gouvernement, on vote sur le texte tel qu'il sort de la commission. Donc c'est vraiment là le travail fondamental. Après, c'est frustrant pour l'opposition de ne pas avoir assez de temps pour développer ses critiques, mais ce n'est pas la phase décisive du travail parlementaire. Carole, vous qui connaissez bien le fonctionnement. Pour aller dans le sens de ce que disait Olivier, je crois me souvenir qu'il y a eu un débat à l'automne sur le fait que les députés pouvaient faire prendre en charge les frais de garde de leurs enfants par des nounous. Donc, si vous voulez, tout ça, et ça, c'est des choses comme ça qui avaient été beaucoup relayées, parce que c'est évidemment, sont des choses très concrètes. Donc, quand vous mettez ce genre de privilèges, ou d'avantages, en tout cas, par rapport à ces protestations, oui, c'est un peu... Le décalage est un peu... Le décalage est un peu rude, là. Alors, justement, ce décalage, nos internautes aussi le soulignent. Nous avons Johan qui nous dit « C'est indécent, je suis patron de PME de 8 personnes. Je travaille 70 heures par semaine pour 2 200 €. » Et Jérémy sur Facebook, et bientôt nous allons les voir faire grève dans la rue. Et le résultat de la question 46 000 que nous votants, posions sur le Figaro.fr. C'est même record absolu. Non, on a fait des 120 000, scores. 130 000. Non, mais je veux dire... Ah, le 93%, non. De temps en temps, On a fait 90. On va arriver à faire un 100%, et encore ça m'arrive. Notre challenge. Que ça sorte maintenant, cette espèce de polémique sur le fait qu'on travaille trop, alors qu'en plus il y a eu cette information comme quoi les collaborateurs des parlementaires, les administrateurs, etc. étaient très très bien payés et qu'il y avait une opacité. Oui, mais sauf que tout ça s'agrège et qu'à un moment donné, c'est vrai que le message est difficilement audible. Alors qu'après, on puisse se plaindre en tant que citoyen que la fabrication de la loi mériterait d'être un peu améliorée, que les textes soient travaillés de un peu plus d'efficacité. Là, par exemple, typiquement, maintenant, on en vient à détourner, si j'ai bien compris, comme le gouvernement a saturé l'agenda. Maintenant, c'est les parlementaires qui, entre la main du ministre, vont présenter la fameuse loi sur les fake news. Bon, c'est intéressant de voir qu'on essaie de s'arranger comme on peut pour arriver à faire avancer les choses avec des textes qui sont d'une qualité relative. Et puis moi, je m'inquiète d'un autre point, c'est que le Parlement n'est toujours pas dans son rôle sur le contrôle du gouvernement. De ce point de vue-là, il ne fait pas le job, quoi. Est-ce que, Carole, sur le côté amendement, justement, les députés, la France, la République En Marche déposent quantité d'amendements pour exister, pour s'émanciper un peu justement du côté Godillot. C'est une réalité. Il n'y a pas que les députés de la République En Marche. Je veux dire, tous les députés de tous les partis ont toujours fait ça. C'est d'ailleurs pour ça que le gouvernement veut effectivement limiter la possibilité, le nombre d'amendements. Alors que lui-même n'arrête jamais d'en rajouter, lui aussi. Et effectivement, eux-mêmes utilisent ce genre de dérive. Donc, mais la vérité, c'est vrai qu'il y a peut-être trop d'amendements, puisqu'on sait très bien qu'il y en a qui sont rédigés exactement de la même manière, il y a seulement l'adjectif qui change. Enfin, bon. Donc il y a des abus de tous les côtés, mais c'est vrai que les députés de la République En Marche le font, et ils le font comme l'ont fait. Ça s'aggrave parce que maintenant, vous avez de plus en plus de procédé d'évaluation des parlementaires et que dans l'évaluation est un critère important. Le classement de nos députés, et à ça partir fait partie du moment où c'est un critère important, les gens se disent moi je veux pas qu'on dise que je fais rien et donc ils vont déposer des amendements. Ce qui prouve que c'est un peu un effet pervers de l'évaluation des députés. L'évaluation qualitative, elle est très difficile, mais l'évaluation quantitative, elle peut avoir des résultats un peu stupides. C'est peut-être aussi un effet pervers, toute cette polémique du non-cumul. Parce que quand on a fait le non-cumul, on a dit mais ils n'auront plus que ça à faire, ils feront ça à fond, ils sont très contents. Bon, et maintenant ils ne font que ça. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont en fait plus assidus, notamment en commission, que les députés d'avant. Parce que les députés d'avant, quand ils n'avaient pas envie d'y aller, ils n'y allaient pas, ils s'occupaient de leur commune, ils ne faisaient pas rien, ils s'occupaient de leur commune, de leur département, etc. Et donc ils trouvaient leur équilibre. Et autrefois, où ils étaient cumulards, ils ne se plaignaient pas de trop travailler, là ils n'ont plus que ça à faire. Ils travaillent, mais c'est peut-être aussi finalement une des fragilités de cette affaire du non-cumul. Est-ce que c'est aussi la nouvelle génération de députés qui viennent plus de la société civile, qui sont moins... peut-être qu'ils découvrent que finalement, ils disaient qu'ils allaient se la couler douce et que finalement, il faut bosser. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu grand-chose à faire, mais ça, c'est des questions politiques, c'est compliqué de gérer les projets de loi. Et puis là, plein de projets de loi sont arrivés, donc ils ont eu 3 semaines, on leur a demandé de travailler, de revenir à l'Assemblée. Bon, c'est pas agréable, mais c'est pas non plus la mort du petit cheval. Ouais. Encore quelques réactions. Amir qui nous dit qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre, ils sont très bien rémunérés pour leur travail. Et Béatrice, et pendant ce temps-là, il y a les internes en médecine qui n'arrêtent pas. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais bon. On va passer à notre 3e thème. Alors c'est le tract qui doit être distribué dans toute la France ce week-end par les militants, les Républicains. Il fait grincer beaucoup de dents. C'est surtout son slogan pour que la France reste la France
qui irrite au sein des Républicains. Alors, est-ce un prétexte de plus pour la fronde anti-Wauquiez? On va en parler. Mais d'abord, on va regarder Virginie Calmels, vice-présidente des Républicains. Elle n'en pense pas que du bien. Elle était l'invitée de France Inter ce matin. Tract, effectivement, il est, à mon avis, un peu déséquilibré en ce sens qu'il ne parle que des sujets régaliens et pas assez, de mon point de vue, d'économie. Et je pense que nous devons aussi, parce que nous sommes aujourd'hui le premier parti d'opposition encore debout, que nous sommes un parti de gouvernement et que, justement, si je me bats aujourd'hui dans cette famille de la droite assez abîmée, c'est pour éviter la montée des populismes et pour éviter que nous connaissions un jour en France que l'Italie vient de connaître. Olivier Duhamel, d'abord sur le slogan, finalement il est efficace, il est de votre point de vue? Il a au moins l'efficacité du fait qu'on ne parle que de ça. Bon, déjà, donc ça, c'est jamais on a autant parlé depuis très longtemps d'un tract des Républicains. Bon, et d'un. Je ne sais pas, pour tout vous dire, j'ai du mal à vraiment vous faire une réponse dont je sois convaincu. Et vous avez l'honnêteté de le reconnaître. Non, mais oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas quelles étaient les intentions des auteurs de ce tract, enfin très exactement de cette mise en valeur de la formule pour que la France reste la France. Soit ils avaient une intention délibérée de prendre un slogan qui avait un aspect néo-lepéniste, proche du Front National, en disant ça va nous en faire prendre un peu de plus, c'est là où est le problème pour nous, c'est là où il faut qu'on gagne des voix, tant pis si on passe pour crypto Front National, c'est pas grave, c'est ce qu'il faut faire. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, ils disent cette formule, d'ailleurs, dont on peut aussi avoir une interprétation relativement creuse, comme elle a été prononcée par François Hollande, comme elle a été prononcée par Nicolas Sarkozy, comme elle a été prononcée par Emmanuel Macron, comme elle a été prononcée par des dirigeants socialistes. Et on pourrait vous trouver dans les archives, mais 20 trucs de gens qui ont dit... des partis socialistes là-dessus, oui, parce que reste la France avec les services publics à la française. Oui, voilà. Or, je ne sais pas quelle est entre ces deux... Peut-être qu'ici, il y a des gens qui le savent autour de cette table. Moi, j'ai l'honnêteté de vous dire, je ne sais pas quelle est la réalité de leur intention, et donc je reste perplexe. La question est ouverte. Carole Bergeon, vous avez une réponse? Ah non, mais c'est vrai que c'est assez difficile. Bon, on imagine tout de même que l'intention de Laurent Wauquiez, c'est probablement aussi de rappeler des slogans un peu similaires, qui étaient la France aux Français, par exemple, ou des choses comme ça, qu'avait utilisé le Front National, puisqu'on sait que l'un de ses objectifs, c'est de récupérer quand même des électeurs de Marine Le Pen. Donc... limite, il fait son job, mais c'est vrai qu'Olivier Duhamel a raison de dire que c'est suffisamment, ambigu, pour qu'il puisse pas... Finalement, alors, pourquoi au sein des Républicains, Alexis, ça crée de tels remous? Et c'est sans doute, effectivement, parce qu'il y a quelques arrière-pensées. C'est ça la bonne question, si vous me permettez. D'abord, sur le fait, moi, je n'ai pas d'informations, mais je pense... J'ai quand même l'intuition que Wauquiez, c'est à peu près ce qu'il fait. Donc, il choisit une transgression. Il monte le son de la transgression, précisément parce que sa stratégie de la transgression, pour l'instant, ne produit pas ou peu d'effet. Donc, il faut monter le son. Et je pense qu'il se dit, et à juste titre, que sur un slogan comme ça, si on fait demain un sondage pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour que la France reste la France, 80% des gens disent oui. Donc, en termes... 13%, ça va le faire, tiens. En termes d'opinion, il est gagnant. Le problème, c'est qu'il a un front de l'opinion et un front de son parti. Et que vu le climat dans son parti, où il a quand même beaucoup de gens contre lui qui disent « ah, ça ne marche pas », etc., qui critiquent sa stratégie dite de droitisation, il y a ceux qui en profitent. Calmels, elle ne le tape pas tellement fort, elle dit juste il devrait parler plus d'économie. Au passage, il en parle parce qu'il dit il n'y a jamais eu autant d'impôts, il n'y a jamais eu autant d'immigrés. Donc il parle aussi d'économie. Mais les critiques de Calmels, elles ne lui reprochent pas ce qu'il dit, elles lui reprochent ce qu'il ne dit pas. Mais enfin, si on regarde le climat aujourd'hui à l'intérieur des Républicains où il est sous forte pression critique, c'est évident que... Mais au fond, je pense qu'il a renoncé. Alors peut-être qu'il a tort, ça c'est une autre affaire. Mais... À réunir autour de lui, fédérer les chapelles et les sous-chapelles, soit il s'en fiche, soit il a compris que ça ne marcherait plus, et maintenant il n'a plus qu'un truc à faire, c'est l'opinion. Comme Sarkozy l'avait fait une époque avec le ministère de l'Identité nationale et tout ça, et ça avait quand même marché. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais il peut se dire que demain, ça marchera. Voilà, on le verra, mais
il va falloir aller assez vite parce que les Européennes arrivent. Parmi les critiques, il y avait celle, je crois que c'est chez nos confrères du Parisien, de Bruno Retailleau, qui disait « Il faut se méfier des slogans. Le pire pour nous serait de remplacer la pensée par des tracts. » Mais là, franchement, dans un tract qu'on distribue sur les marchés, on met quoi si on ne met pas des slogans? C'est le principe d'un tract, c'est de mettre des slogans. Là. Il faut connecter la forme au fond, quoi. Il faut que le fond remonte. Et c'est un peu le problème de l'ambiguïté qu'il y a au travers de cette formule. C'est que derrière, il faut connecter ça à une pensée qu'on peut assumer. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut faire, c'est assumer. Et si on voit qu'a priori, il y a comme ça un peu de divergence entre les uns et les autres, c'est dommage, parce que justement, c'est peut-être l'occasion sur un sujet qui est un vrai sujet. Je veux dire, finalement, on vient d'où, on est où et on veut aller où. Parce que c'est un problème de trajectoire. Là-dessus, il faut faire, à mon avis, un débat. Et il faut avoir une position politique peut-être plus claire que ce qu'on entend jusque-là. Parce qu'après, on peut être d'accord ou pas, mais en tout cas, le message est quand même relativement signifiant. Derrière, on comprend bien qu'il y a quelque chose qui est en train de nous échapper, qui glisse, et que c'est peut-être sur quelque chose qui nous échappe et qui glisse qu'il faut travailler pour éviter qu'effectivement la France ne change trop. Mais elle change comment? C'est aussi ça qu'il faudrait un peu clarifier. Mais sinon, ça révèle, oui, quand même un problème de fonctionnement au sein des Républicains qui est réel, oui. Alexandre Malafaille, vous me fournissez une transition parce que Lydia Guérouz, porte-parole des Républicains, justement, justifiait ainsi, c'était mardi sur la chaîne parlementaire, ce slogan, elle parlait du fond. Moi, la France, c'est la France des Lumières, c'est celle de Voltaire, c'est celle de Simone Veil. Oui, j'aime cette France et je veux que cette France des libertés reste la France. Je ne veux pas que nous cédions à la montée de l'obscurantisme qui existe dans certains quartiers et que certains couards ne veulent absolument pas voir parce qu'ils sont installés dans leur confort et qui s'estiment ne pas être touchés par cette montée du communautarisme. Il n'y a absolument rien de choquant dans ce slogan. Au contraire, c'est beau, c'est un message d'espoir. Une bonne argumentation, Carole? En tout cas, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce slogan, et ce qu'elle vient de dire, est aussi peut-être une réponse aux propos d'Emmanuel Macron récent lorsque Jean-Louis Borloo présentait son rapport et qu'il a parlé de mâle blanc, ce qui est un vocabulaire quand même qui est beaucoup celui de gens qui sont assez communautaristes d'ailleurs, des indigènes de la République, des gens comme ça qui parlent de racisés, voilà. Et on se dit que dans ce contexte-là, ce slogan répond à ça. Voilà. Sur le fond, je pense que cette préoccupation que la France reste la France, enfin, cette souci de la permanence est au cœur des problématiques françaises, européennes et finalement occidentales. Parce que le Brexit, c'est que l'Angleterre reste l'Angleterre. Et le vote en Italie, c'est que l'Italie reste l'Italie. Et le vote en Allemagne et la montée de l'AfD, c'est que l'Allemagne reste l'Allemagne. Donc il met le doigt sur quelque chose d'absolument juste et qui parle vraiment à l'opinion. Après, la question, c'est quelles sont les réponses qu'il va apporter à ça sur l'immigration, sur l'islam, sur plein de choses. Je suis prêt, Alexis, que tout le monde ne mettra pas le même sens dans la France. Oui, mais l'angoisse, elle est partout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui diront, pour que la France reste la France, il faut qu'elle reste accueillante, pays des droits de l'homme qui a accueilli des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Polonais, et qui maintenant doit continuer à accueillir des migrants. Et d'autres qui diront, pour que la France reste la France, il faut limiter l'immigration parce que ça fait une diversité excessive, et donc c'est totalement opposé. Donc pour ça que la formule n'est pas comprise de la même façon par tout le monde. Oui, bien sûr qu'il y en a dans les deux camps, mais enfin, la grande masse. C'est ce qui fait la France aussi, qu'on n'est pas la même conception de la France. Et ce qui lui permet en plus de dire, vous voyez, il n'y a rien de reprochable dans mon slogan. Mais malgré tout, dans l'opinion, l'écho de cette phrase, c'est il y a trop d'immigration, il y a un islam radical ou dangereux qui est en train de nous priver de notre identité ou de la changer ou de la déformer. On ne se reconnaît plus dans le pays où on est. Et ça, c'est une angoisse qui est liée aussi à des problèmes. Entre le trop d'immigration et le trop d'islam, vous avez une virgule, un point-virgule, un point et une majuscule. Mais j'ai pas compris dans votre ponctuation, parce qu'à l'écran, il n'y a pas. Vous pouvez mettre la ponctuation que vous voulez. Je pense que tout le monde pense la même chose. Et je pense que si vous pensez qu'il n'y a pas de lien du tout entre l'immigration d'une part et l'islam d'autre part, et entre l'islam et l'islamisme d'autre part, et l'islamisme radical d'autre part, je pense que vous serez personne ne vous croira. Et si vous pensez que comme il y a un lien entre l'immigration et l'islam, entre l'islam et l'islamisme, entre l'islamisme et le terrorisme, donc l'immigration c'est le terrorisme, et ben non. Et ben voilà, mais je n'ai pas dit le donc. Non. Mais le sentiment global de cette chaîne qui va de l'immigration à l'islamisme radical, c'est dans tous les pays d'Europe. Et alors, aux États-Unis, la question de l'immigration se pose moins, enfin, c'est pas la même, mais aussi, c'est-à-dire que cette dépossession des classes populaires, victimes de la mondialisation, des classes moyennes qui sont en train de se paupériser, et cette dépossession culturelle, cette angoisse culturelle, c'est ce que dit Régnier,
Eh ben ça, c'est partout. Enfin, Christophe Guilluy, à l'origine, d'ailleurs. Lui, il a dit d'abord, bien avant. C'est pas exactement la même chose. Enfin bon. Mais enfin, bon, en gros, ce sentiment-là, on est d'accord qu'il est partout. Populisme patrimonial d'y régner, y compris patrimoine immatériel. Donc le sentiment, le style de vie. Il y a quelque chose qui... Voilà. Bon. La manière dont on est traité. Donc il met le doigt sur quelque chose de sensible. Après, on peut diverger sur les réponses qu'il faut y apporter. Mais on ne peut pas dire que c'est absurde ou purement démagogique dans le sujet. Non, c'est une angoisse. Si le lien n'est pas forcément évident entre, d'un côté, l'immigration et à l'autre bout de la chaîne, comme on vient de la tracer, vous venez de la tracer, le terrorisme, c'est certain, c'est que les gens, ils le font d'une certaine manière. Les problèmes sont là, et pour l'instant, les réponses politiques à l'échelle française ou européenne ne sont pas vraiment apportées. Et qu'on est face plutôt à une situation où on a plutôt tendance à subir, et que cette fameuse France dont vous parliez tout à l'heure, qui est une France généreuse, qui accueille, etc., elle est un peu battue en brèche parce qu'elle ne sait pas non plus traiter correctement les autres problèmes. Comme dirait l'autre, c'est en même temps. C'est qu'il faut défendre cette double face de la France qui est à la fois généreuse et qui, en même temps, a besoin de se défendre et de préserver ses fondamentaux, ses moyens, ses bases pour continuer à rester ce qu'elle est. Ça reste un vrai sujet. C'est un sujet qui partage vos votes à notre question Twitter, parce que vous êtes 52% à dire oui, c'est un bon slogan. Finalement, oui, c'est assez équilibré. Alors, tout dépend effectivement de ce qu'on met derrière ce slogan. Isométrique nous dit c'est un très bon slogan identitaire et percutant. Mais Johan lui répond LR qui devient identitaire, quel dommage. Et la Isométrique toujours, les Français sont tétanisés par le politiquement correct. Enfin, faut pas charrier. C'est votre pseudo. Je trouve que c'est un slogan creux qui a plein de sous-entendus. Alexis, encore un mot. Juste un mot sur une polémique assez semblable qui a frappé Gérard Collomb la semaine dernière sur, d'une part, les migrants font du benchmarking et on a un certain nombre de régions qui sont submergées par l'afflux de migrants. Il s'est fait taper dessus, etc. Et il se trouve qu'avec Odoxa et France Info, on a testé ces trucs et 60% des gens disent bah oui, il a raison. Donc ça prouve aussi que toutes ces thématiques-là, ça trouve une résonance dans l'opinion. Mais là, quand même, écoutez, moi en général, je suis pas surpris par les résultats de vos sondages. Mais le 52%, vous êtes... Ah bah oui, moi d'habitude, je le sens venir exactement. Là, quand même... On le refera. Là, c'est Twitter, c'est Twitter. C'est pas un sondage. C'est 411 votes, l'autre c'était 48 000. C'est les Français ou c'est les militants LR? Non, c'est nos... c'est la question c'est le compte Twitter, d'accord. Déjà, entre les deux. C'est pas insoumis. Non, mais si vous vouliez faire 100%, il fallait mettre, est-ce que vous voulez que la France ne reste pas la France? Là, vous avez une petite chance de les avoir. On devrait vous consulter plus souvent, Olivier. Alors, là, c'est une vraie info, en tout cas à l'heure où je vous parle. La loi sur les fake news, ça sera la manchette du Figaro demain, n'est-ce pas, Alexis? Oui. Donc ça, on n'est pas dans le fake news, on est dans l'info. Non, on dit qu'il y a une levée de bouclier contre la loi sur les fake news, puisqu'en fait, la gauche est contre, l'extrême gauche est contre, la droite est contre, l'extrême droite est contre, les socialistes sont contre, il n'y a que En Marche qui est pour. Le Figaro est contre, Le Monde est contre. Alors, on va en parler. Ce sont donc deux textes relatifs à la lutte contre la manipulation de l'information, c'est l'intitulé, que le gouvernement entend donc combattre en période électorale. Alors donc avant même leur passage à l'Assemblée, ces propositions de loi déclenchent les passions. Elles sont liberticides pour Marine Le Pen. C'est une police de la pensée, nous a dit Christian Jacob pour Les Républicains. Voici comment Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, défend ces textes. On l'écoute. Je rappelle que les candidats à l'élection présidentielle ou les candidats aux élections législatives n'ont pas le droit de sponsoriser des contenus sur Internet. Et donc on peut avoir des États étrangers, des groupes terroristes, des milliardaires excentriques qui payent des contenus, les sponsorisent pour déverser des tombereaux d'injures sur des candidats, quels qu'ils soient. Je considère qu'il est normal qu'on puisse avoir l'intervention d'un juge. C'est en période électorale, ce sont les quelques semaines qui précèdent le vote. Ça n'assassine en rien la démocratie, c'est au contraire, à mon avis, aussi un meilleur moyen d'exercer la démocratie. Alors, ça n'assassine en rien la démocratie, nous dit Benjamin Griveaux, mais ça provoque une levée de bouclier. Moi, je pense que ça n'assassine pas la démocratie. Je pense qu'elle est inutile, inapplicable et qu'elle passe à côté du vrai sujet. Je pense que cette affaire... prenons quelques exemples. Une loi... Un des reproches une des raisons de ces lois contre les fake news, c'est un nombre de calomnies qui ont été diffusées, d'ailleurs, pas forcément par des puissances étrangères, parce que très souvent, les fake news, c'est pour des raisons commerciales qui sont diffusées. C'est des fabriques de fake news qui sont en Macédoine, etc., pour gagner de la pub, pour gagner de l'argent. Enfin, bref. Et il y en a eu notamment contre Macron, notamment l'histoire du compte aux Bahamas, etc. Mais quand bien même on aurait ça en période en campagne électorale,
Imaginons que le candidat Macron aille voir un juge des référés en disant « on me dit que j'ai un compte aux Bahamas », le juge des référés il a 48 heures pour juger. En 48 heures, il ne peut évidemment pas savoir s'il y a un compte aux Bahamas ou non. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je ne me prononce pas, je renvoie au fond. Et donc l'impression que ça donnera, c'est que le juge finalement laisse faire et voilà. Donc, je pense... Ou est impuissant. Bon. Et si on prend à l'inverse sur le plan des principes, cette histoire de définition du fake news, l'allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à le rendre vraisemblable, si on applique ça à d'autres choses, par exemple aux révélations de Mediapart sur Cahuzac, quand Mediapart le sort au début, il n'y a pas d'éléments vérifiables de nature à le rendre vraisemblable. Quand d'autres journaux disent que François Mitterrand a la Francisque, qu'il a une fille cachée et qu'il a il est malade, il n'y a pas d'éléments vraisemblables ou vérifiables, enfin encore que pour la Francisque, il y en avait. Mais enfin bon, donc moi cette histoire de dire la vérité me paraît un peu gênante. Il y a des choses qui sont bien, qui consistent notamment à dire que les plateformes doivent... divulguer les gens qui investissent de façon publicitaire, et notamment les États, ça me paraît la moindre des choses. Je pense que le vrai problème, c'est le poids absolument faramineux que les plateformes sont en train de prendre dans nos démocraties, et que ce n'est pas du tout ça qui permettra de les réduire. Texte inutile, Olivier Duhamel. La loi, effectivement, 1881, elle existe déjà, les juristes le disent, mais vous allez me compléter. Il y a déjà la loi 1881, il y a le code électoral. Je pense que c'est une loi libère stupide. Voilà ce que je pense. Je suis assez d'accord avec Alexis. Je me disais, dans le fond, je reliais ça à votre sujet sur les parlementaires. Je me disais, c'est dommage qu'Alexis ne soit pas parlementaire et en commission sur ce sujet, parce que c'est exactement ça le travail que devrait faire le parlementaire. Au lieu de se demander quel amendement il va proposer, qui a l'air fin, il devrait se dire, quel est l'impact de cette loi ? Qu'est-ce que va produire comme effet dans la réalité la loi qu'on me demande de voter ? Est-ce qu'elle va permettre d'interdire les choses qu'il faut interdire, et est-ce qu'elle va risquer d'interdire des choses qu'il ne faut pas interdire ? C'est ça, c'est au-delà même du... Vous aviez raison d'évoquer l'importance du travail de contrôle, mais il y a aussi le travail d'évaluation qui n'est pas fait de façon satisfaisante et qui est beaucoup plus important que le cirque de l'intervention publique ou de l'amendement en soi. Et donc, oui, je ne vois pas un juge... Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on émet des conjectures scientifiques, quand on émet des hypothèses sur la dangerosité d'un médicament, même en dehors des sujets politiques, on pourrait allonger la liste comme ça. Au début, on n'a pas d'éléments vérifiables de nature à le rendre vraisemblable. C'est le propre de l'enquête d'aller chercher si... Bon, et donc, je suis... Donc la définition vous semble déjà contestable. Des définitions qui n'étaient pas dans la loi. C'est d'ailleurs un amendement qu'ils ont mis en cours de route. Oui. Elle me semble libère stupide. Elle rate sa cible, Alexandre Malafaille, cette... écoutez, si on écoute Benjamin Griveaux dans cette courte intervention qu'on a entendue, globalement, on ne peut être que d'accord. Lutter contre des États, des puissances étrangères qui veulent interférer chez nous, on est d'accord. Sur le principe, c'est une bonne idée en soi. Mais je vois franchement, concrètement, pas comment ça va être appliqué. Enfin, c'est comme quand on veut parler du nuage de Tchernobyl, pour dire il ne passera pas. Ou à un moment, il y a une espèce de... Avec ce monde de l'information et du numérique, il y a aujourd'hui des problèmes qu'il faut traiter, mais avec les bonnes mesures et les bonnes échelles. Alors, il y a peut-être effectivement des choses à faire dans le domaine, par exemple, de l'anonymat sur Internet ou de l'anonymat sur des outils comme Twitter. Parce qu'à un moment donné, ça peut effectivement poser question et ça permettrait peut-être d'aller plus vite. Si on veut aujourd'hui, effectivement, là aussi, régler une certaine nombre de problématiques en utilisant les arsenaux existants, parce qu'en fait, on rajoute des lois tout le temps, parce qu'on aime bien faire des lois en pensant que la loi va tout régler. Effectivement, on a la loi de 81, on a toutes les lois qui permettent effectivement de régler les problématiques de diffamation. Par contre, il faut effectivement donner des moyens aux juges pour aller beaucoup plus vite, peut-être modifier certains arsenaux en matière de sanctions. Absolument. Mais voilà, on avait sans doute assez d'instruments et d'outils pour ne pas être obligé de se faire une loi gageuse. Mais là encore, je pense que, juste un petit détail, Alexis, je pense qu'en fait, quelque part, c'est le problème du politique qui, à un moment donné, dit quelque chose et après, il est plus au piège de ce qu'il est. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'en faisait pas une affaire personnelle avec... C'est ce que je dis. Mais oui, mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Parce qu'on sait qu'il a très très mal vécu justement toutes les intox pendant sa campagne présidentielle et que c'est depuis ce moment-là qu'il voulait s'en prendre aux fake news. Mais le paradoxe, si vous voulez, c'est qu'Emmanuel Macron préconise le libérer, le protéger et l'efficacité. Surtout, c'est quand même l'un de ses maîtres mots, il dit qu'il faut avoir des résultats et nous, on veut être efficace. Et là, on voit bien, donc là, j'abonde dans le sens de tout ce qui s'est dit autour de cette table, que probablement, ça ne sera pas efficace. Donc, c'est débile.
Mais s'agissant de la loi de 1880, moi qui me paraît une très bonne loi sur la diffamation, l'injure, il y a par ailleurs une autre loi qui punit déjà la propagation de fausses nouvelles, ça existe. Bon. Plus le code électoral. Et de nature à aussi fausser un scrutin. Ouais. Donc ça existe tout ça. Oui. Le truc c'est que aujourd'hui, oui, mais on ne peut pas les appliquer aux plateformes. Car les plateformes Google, Facebook et tous ces Instagram, etc., Twitter, n'ont pas le statut d'éditeur de presse. Donc ils ne sont pas sujets à ces lois-là. C'est le gars qui, à l'autre bout du monde, met un petit post sur Google, Facebook, Instagram, Twitter, qui lui, mais comme on ne sait pas qui c'est, qu'on n'a aucune chance de le retrouver, c'est mort. Et ce qu'il faudrait pouvoir dire, c'est étendre l'application de ces lois, de dire finalement que les plateformes sont responsables pénalement et civilement, comme le sont les journaux. Ni plus ni moins. Et là, il n'est pas besoin de dire le vrai et le faux. C'est déjà ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les tribunaux disent pas ce qui est le vrai et le faux. Simplement, quand le Figaro publie quelque chose dont quelqu'un estime que c'est une diffamation ou une injure, ou si jamais le gouvernement estimait que c'était de nature à mettre en péril la sécurité publique ou entacher la régularité d'un scrutin, le directeur de la publication du Figaro irait devant Marc Feuillet, irait devant le tribunal. Bon, il n'y a qu'à faire la même chose pour le directeur de Facebook ou le directeur France de Facebook, si on ne veut pas toucher un Américain, ou de Twitter et d'Instagram et tout ça. C'est tout. Dans un registre différent, complémentaire, comment vous faites la part des choses entre la fake news et la propagande? Quand par exemple vous avez un chef de l'État qui dit écoutez, on a obtenu une très grande victoire sur les travailleurs détachés. Quand on réforme l'État, et c'est relatif, quoi. Quand vous avez un chef d'État américain qui dit contre la Corée du Nord, j'ai gagné. Moi, je maintiens ce que je dis sur la Corée du Nord. C'est un chouïa parce que quand même le texte dit un fait. Et là, c'est pas un fait. Mais la propagande, moi, me pose un vrai problème. Gaspard Koenig, le philosophe ultralibéral, a fait un tweet assez rigolo. Il dit et la résurrection du Christ. La résurrection du Christ, est-ce que c'est un fait dont on peut prouver? On parle de la virilité de Marie. Oui, malgré tout, c'est un problème. Quand même, c'est très difficile à prouver. Et ça prend peut-être la propagande, mais bon, là, je vais être. Alors, ça vous fait réagir les uns les autres. À notre question Twitter, vous dites à 78% que oui, ça peut mener à des dérives liberticides. Béatrice nous dit très inquiétante cette loi. Il faut déjà appliquer celle qui existe. La démocratie est en danger quand un gouvernement veut décider. La suite, je me dis, décider ce qu'on a le droit de dire ou pas. Antimac sur le Figaro.fr, cette loi risque d'être appliquée exclusivement au bénéfice du pouvoir en place. Et Amir, le terme de fake news peut devenir un puissant outil pour décrédibiliser les vérités. C'est intéressant, c'est que le risque d'abus de pouvoir, il n'est pas chez le gouvernement. C'est pas le gouvernement qui décide, il est chez le juge. Mais il y a une telle méfiance à l'égard du gouvernement, du pouvoir en soi en France, qu'on craint le pouvoir alors que c'est le juge. Moi, je pense que le risque, là, il est chez les plateformes, parce que je pense que les juges, ils vont voir ce machin, ils le mettront de côté, et parce qu'ils ne vont pas réussir à... En 48 heures et déterminer. Comment voulez-vous qu'on dise? Ils sont déjà en revanche, le risque, à mon avis, c'est qu'un certain nombre de plateformes, prenant les devants, décident d'éliminer de Facebook, de Twitter, tel ou tel, qui ne plaira pas, ou au contraire pour embêter les pouvoirs publics, ce qu'ils ont fait en Allemagne. Quand les Allemands ont dit il faut que les responsables de, je crois que c'était Facebook, soient eux-mêmes pénalement responsables des appels à la haine et à la discrimination, qu'est-ce qu'ils ont fait pour rigoler? Ils ont dit le ministre de l'Intérieur allemand a dit ceci, ça nous paraît un appel à la haine et à la discrimination, on supprime son compte. Donc les plateformes peuvent aussi s'appuyer là-dessus pour faire elles-mêmes leur propre censure. Et la loi allemande, elle est encore plus, celle qui est passée, est très contestée sur ce même thème. Sur les appels à la haine, elle ne sait pas tellement sur la réalité ou la fausseté d'une information, c'est sur... Avec des amendes très très lourdes. Avec des amendes très lourdes, mais en même temps, c'est vrai que ce n'est pas normal, là encore, qu'aujourd'hui, Le Figaro ou Le Monde ou tous les médias ou l'Obs soient responsables du plus petit commentaire qui arrive au bout d'un article. Non, c'est le vrai sujet. Un gars, nous, s'il y a un propos antisémite, raciste, etc., on en est pénalement responsable. C'est le vrai sujet. Facebook peut passer des vidéos de décapitation, il n'y a pas de responsable, si ce n'est le gars qui l'a posté, qui est en Syrie, qu'on ne trouvera jamais. Donc c'est pas normal. C'est un sujet qu'on devrait aborder avec les Américains, parce qu'en plus, ce sont des plateformes, des moteurs de recherche qui sont tous américains. Et ça, c'est un vrai sujet intéressant. Là, on a des vrais sujets. Mais là, sur ce sujet avec Trump, vous allez avoir du mal. Hein, c'est clair. Non, mais de toute façon, avec la conception américaine de la liberté... Alors, les Américains, ils diront pleine liberté, premier amendement, et Trump, il dira commençons par le Washington Post et le New York Times. Chacun. Alors, je vous suggère à ce propos de lire demain dans le Figaro l'interview de Scott Galloway. Scott Galloway, c'est un grand spécialiste des GAFA. Et lui, sa conclusion, justement, c'est qu'il est temps de les démanteler parce que pour
toutes sortes de raisons, mais notamment leur puissance et leur hégémonie. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue. Merci.